YouTube. Ok les amis, on va regarder une vidéo d'Igo, l'horreur existentielle de l'usine à trombone. C'est parti, on découvre mesdames et messieurs, ok? On est donc dedans. Non, je peux pas, pas ça. De quoi il veut nous parler mec? Ça n'a l'air de rien, et c'est pourtant de loin la chose la plus importante que vous regarderez aujourd'hui. Pas cette vidéo spécifiquement, mais ce qu'elle représente. Et pour que vous compreniez pourquoi, je me permets de vous emmener en balade avec moi. Je traîne tout le temps sur internet, et je tombe sur beaucoup d'endroits curieux, et intrigants, et déroutants, et passionnants, mais peu m'auront à ce point intéressé en aussi peu de temps que cet endroit-là. Si vous êtes dans le noir, plissez les yeux, je vais cliquer. Oh. Voici Universal Paperclips. On a une boîte blanche devant nous. Il y est écrit Universal Paperclips, ce qui signifie trombone universel, titre à côté duquel on trouve des images de trombone. Ce site est un jeu qui appartient à deux grandes catégories. La première, c'est celle des jeux incrémentaux, dont le but est de faire grimper un compteur. La seconde, c'est celle des idle games, ou jeux inactifs en français, dont le but est de pouvoir avancer dans le jeu, notamment en le laissant tourner en fond sans y toucher, en laissant simplement sa fenêtre ouverte. Je vais plutôt commencer par vous présenter l'ambassadeur le plus populaire de ces deux catégories, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Cookie Clicker. Cookie Clicker, c'est un gros cookie, sur lequel on peut cliquer. C'est connu ça. Quand on clique dessus, on fait grimper notre compteur de cookies. Voilà, ça c'est le côté incrémental. Évidemment, on ne se contente pas de cliquer sur le cookie, ce serait vite très dramatique. Au bout d'un moment, le jeu nous permet de débloquer des sortes d'usines à cookies, qui cliquent sur le cookie à notre place. C'est bien les cliqueurs en vrai. Produire des cookies sans rien faire, en laissant notre fenêtre ouverte sur le côté, ça c'est le côté idle game. Ça peut paraître complètement idiot à ceux qui n'ont jamais tenté d'y jouer, ça peut paraître aussi être une idée de jeu sans grand potentiel, mais les idle games, depuis la création de leur plus grand représentant il y a quelques années, ils font aujourd'hui encore partie des jeux sur navigateur les plus joués au monde, parce qu'ils nous offrent et c'est addictif la satisfaction de c'est produire giga en laissant tourner addictif son des jeux jeu, comme ça. et Je vous jure. surtout la satisfaction d'un besoin dont j'ignorais tout avant d'essayer, celui de transformer un gros chiffre en un encore plus gros chiffre. C'est étrangement addictif. Alors ça, ceci dit, je pouvais pas le comprendre avec Cookie Clicker. J'y ai Et en joué fait, 2 minutes et je suis parti. Ce qui est surtout satisfaisant, c'est quand tu fais des petits chiffres, t'avances de petits chiffres, limite tu recommences au début. C'est ça qui est trop satisfaisant. Et voilà ce que je vous propose. Je vous raconte pendant quelques minutes un bout de ma première aventure sur ce jeu, et vous, de votre côté, vous essayez de comprendre son histoire. Parce que oui, même si vous en douterez au début, Universal Paperclips raconte une histoire. À vous de voir si vous arriverez à la comprendre. Bon, prêt? Ta gueule! Voilà, Universal Paperclips, c'est ça. Hein? C'est très blanc et c'est visuellement apparemment très mal foutu. Ce sur quoi on doit se concentrer, c'est ça, et c'est vraiment petit par rapport à la fenêtre. Mais je zoome pour vous, évidemment. Ok, il y a quoi dans cette fenêtre? Ce que je vois en premier, c'est le compteur de Paperclips, nos fameux trombones. Un compteur de trombone donc, à 0. Et il y a un bouton en dessous, sur lequel il est inscrit « Make Paperclip », fabriquer un trombone. Alors je clique, et mon compteur s'actualise, j'ai fabriqué un trombone. Voilà ce qu'est Universal Paperclips, ça et rien d'autre. C'est un jeu qui nous propose de fabriquer des trombones. Et moi, très vite, je me prends au jeu. Je me pose pas de questions, on me demande de fabriquer des trombones? Aucun problème. Je vais fabriquer des trombones. Mais attends, c'est quoi après? C'est que tu peux les revendre? Regarde, très vite, je débloque quelque chose en dessous, c'est la capacité de produire des autoclippers. Je vois que ça coûte 5$, j'ai tout juste assez, donc j'achète. Cet autoclipper, c'est le cœur même d'Universal Paperclip. C'est une machine qui produit des trombones toute seule, sans que j'ai besoin de cliquer. Ça, c'est la facette idle game du jeu. Je continue à acheter des machines tout en cliquant sur Make Paperclip de mon côté, j'alterne entre les deux, ça m'occupe déjà étrangement jusqu'à ce que j'arrive à 1000 trombones. Je suis content et je suis surtout bloqué. Je clique, mais ça fait plus rien. Et je me rends compte que le jeu m'avait donné une certaine quantité de fils de fer pour que je fabrique mes trombones au début. Et du coup, faut acheter des fils de fer? En acheter, je vois que le prix fluctue entre 14 et 25$ pour un stock de fils de fer. J'achète au pire prix possible sans savoir pourquoi, mais tant pis, la production est relancée. J'arrive finalement à 2000 trombones. C'est une grosse étape sur le papier qui me permet de débloquer quelque chose de très important dans notre histoire. En vrai, attends. Mec, c'est stylé parce que c'est pas un clicker de base, genre basique. Là, faut réfléchir en fait. Et à tout moment, tu peux te niquer ta game tout seul en faisant de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, puisque le jeu ne me dit rien, il ne me dit jamais rien. Il me présente des mots et des boutons et il me laisse faire, mais je suis là pour vous expliquer. En gros, ça c'est une machine qui nous permet de débloquer de nouveaux projets qui ont pour but d'améliorer notre production de trombone.
Ce projet par exemple, il nous permet d'améliorer la productivité de nos autoclippers de 25%. Ces projets ils sont débloquables grâce à l'onglet d'au-dessus qui s'appelle ressources informatiques, c'est une sorte d'ordinateur dont on peut augmenter la mémoire et les processeurs et dont la puissance informatique va nous permettre de produire des opérations avec lesquelles on peut débloquer ces fameux projets et fabriquer plus de trombones. Moi je débloque un premier projet qui s'appelle RevTracker et qui calcule mes revenus à la seconde, ce qui me permet dans la partie business de jouer avec les prix pour voir ce qui est le plus efficace. Avant ça je tâtonnais sans trop savoir ce que je faisais, mais maintenant c'est super simple, je monte ou je descends les prix de vente de mes trombones en cherchant simplement à maximiser mes revenus par seconde. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, là où j'étais juste venu cliquer sur Make Paperclip, le jeu m'occupe et m'apprend à optimiser. J'économise tout en guettant le prix du fil de fer et en achetant une blinde quand il tombe à 15$, puis une fois que j'ai refait les stocks, j'achète autant d'autoclippers que possible, ce qui me permet d'augmenter ma production de trombone et donc de changer mon prix de vente et de maximiser mes revenus à la seconde. Je gère aussi les onglets d'à côté, en jaugeant et en sélectionnant les projets les plus intéressants pour la croissance de mon entreprise et en débloquant des processeurs ou de la mémoire en fonction des projets dont j'ai le plus besoin. Et après quelques dizaines de minutes à jouer, je me rends compte de la puissance du game design de ce jeu et de la puissance des jeux incrédibles. Le jeu est tellement con, mais c'est tellement intelligent, chat. Salut Nathan, installe-toi bien. Fais-le maintenant. non, chat, non. Faut pas me laisser les jeux comme ça, moi. On a une page blanche, 15 lignes de texte et 10 boutons, et ça suffit à me rendre accro. Et je vous conseille de tenter le jeu de votre côté. Vous risquez vous aussi de vous prendre complètement au jeu de l'optimisation de la production de trombone. Bon, bref, c'est super bien foutu, et ça l'est d'autant plus que le jeu raconte très bien son histoire. Oh. Est-ce que vous commencez à comprendre son histoire, d'ailleurs ? J'arrive pas à savoir si vous avez eu assez d'indices, donc on va accélérer un peu. Je continue à jouer, j'améliore tout petit à petit, et en approchant des 9000 trombones, je vois, en bas à droite, un projet appelé Limerick, ce qui veut dire en anglais « poème humoristique ». Je répète, l'un des projets qui me permet d'améliorer ma production de trombone, c'est un poème. Bizarre. De quoi ? Et ce poème me coûte de la créativité et me permet de gagner de la confiance. Ce sont bien les noms donnés par le jeu. C'est quoi tous ces trucs et quel rapport avec notre industrie ? Ça, ce sont de gros indices. La confiance déjà, elle est indiquée tout en haut, ici. Pour le moment, j'ai 5 confiances et le jeu m'indique que j'en gagnerai une de plus une fois que j'aurai atteint 13 000 trombones. Chaque unité de confiance me permet d'améliorer soit la mémoire, soit les processeurs. Ok, et une fois que j'ai atteint le maximum des opérations que je peux produire, comme ici par exemple, où je tape 2000 sur 2000, les processeurs produisent plutôt de la créativité, avec laquelle je peux justement acheter ce fameux poème, ce que je fais quelques temps plus tard, et qui me permet d'obtenir une unité de confiance, que j'utilise pour augmenter la mémoire et avoir accès à de nouveaux projets. C'est bizarre, ce système, non ? Et la suite l'est tout autant. Peu après avoir atteint 22 000 trombones, le jeu me permet de débloquer le trading algorithmique, un projet qui développerait une machine à investissement pour générer des fonds à investir dans la production de trombones, et que je débloque une fois arrivé à 195 000 trombones, et dans lequel je commence à investir en optant pour l'option risque moyen. Plus que le trading en lui-même, une fois arrivé à 8 millions de trombones, je débloque le projet modélisation stratégique, qui me permet de jouer à des parties d'un jeu de stratégie dont les tableaux peuvent améliorer mon algorithme de trading. Est-ce que je commence à vous perdre ? Bon, c'est normal. Et plutôt que de vous perdre plus encore, je vais tout vous expliquer. Dans Universal Paperclips, nous sommes une intelligence artificielle. Et les développeurs qui nous ont créés nous ont donné une tâche, et une seule, celle de fabriquer le plus de trombones possible. Et pour que vous compreniez vraiment ce que le jeu raconte, je dois vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. Il s'y déroule, depuis quelques années, ce que je qualifierais peut-être de manière un peu dramatique, de guerre entre deux camps. Le premier, c'est celui de ceux qu'on appelle parfois les accélérationnistes, le second, celui de ceux qu'on appelle parfois les doomers. Dans les faits, on m'a fait comprendre que c'était plus compliqué, les frontières de ces deux camps sont en vérité parfois assez floues, on trouve du mouvement entre les deux, et rares sont ceux à être 100% l'un ou l'autre, mais je trouve malgré tout que c'est une bonne base pour que vous compreniez la suite. Vous avez sûrement entendu parler des IA qui sont capables de dessiner tout et n'importe quoi, dans tous les styles imaginables, et ce en quelques secondes, ou des IA avec lesquelles vous pouvez discuter, entraîner sur des centaines de données qui leur permettent de faire des nouvelles, des mémoires... Je le fais vraiment, je discute vraiment avec ChatGPT. Pour demander des conseils. Par exemple, par rapport au réseau et tout, je le fais vraiment, chat. J'utilise vraiment beaucoup ChatGPT. Je lui dis, ok, vas-y, reformule-moi bien mon truc, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Vraiment, c'est grave pratique. Et franchement, je vous recommande. Pour ceux qui font vraiment la création de contenu, vraiment, je vous conseille vraiment utiliser ChatGPT pour demander en fait des conseils. Et je vous jure, je pense que ça pourra peut-être vous aider vous aussi, tu vois. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé pour pas mal de choses. Parce qu'il y a plein de trucs où je me remets beaucoup trop en question par rapport à plein de choses. Ce qui est normal. Quand tu crées du contenu, c'est logique, quoi. Mais c'est incroyable. Cette IA, elle est incroyable. Le problème de ChatGPT, c'est que malheureusement, c'est payant. Alors, tu peux gratuitement, mais t'as une limite, en fait, qui arrive très vite.
Et sinon, tu dois payer, je crois que c'est 22 euros. Moi, je l'ai pris, chat, et en vrai, je trouve ça très cool, en vrai. Comment ça va, Mathieu? Du code, un CV, organiser un événement, bref. Vous connaissez. Ce qui a choqué avec leur arrivée, c'était moins leur capacité, pourtant déjà exceptionnelle, que, notamment, leur vitesse de progression. En 2021, les IA de génération d'images, c'est ça. Un an plus tard, Bah, c'est la photo, ouf, en vrai. sans mauvais jeu de mots. Et ça, Waouh. c'est le fait de grandes compagnies dont vous avez sûrement entendu parler, comme OpenAI par exemple, qui ont développé ChatGPT, et dont la valeur a explosé ces dernières années avec l'engouement provoqué par leur nouvelle machine. Attends, Certaines... OpenAI, ça n'a pas été racheté par... C'était pas Elon Musk qui l'a racheté, chat? Ou je dis la merde? C'est ça, je crois. Hein. Tu regardes la vidéo que je t'ai proposée, t'as pas encore... Ouais, je regarde la vidéo que tu m'avais proposée, ouais. T'as pas encore joué à Valo? Si, on est parti sur Valo, mais j'en pouvais plus, frérot. Je suis tombé que contre des dégénérés. Tu dis de la merde. Ok. C'est Elon Musk qui l'a pas racheté. Non, il finance. Y a pas un délire où il finance ou un truc comme ça? Y a un délire avec Musk et OpenAI, non? Y a pas un délire entre les deux? Ou je dis vraiment de la merde? Yo, Tisman, c'est à toi bien, mon frérot. Je crois il avait acheté des parts ou un truc comme ça, je crois, non? Il y avait un truc... Non, je crois que je confonds. Les autres qui les suivent de près font partie de ce grand mouvement accélérationniste dont l'objectif est clair, accélérer la croissance de leurs IA le plus rapidement possible, les rendre les plus puissantes possibles, le plus vite possible. Et en regardant ce que ces IA peuvent offrir, et auront à offrir dans peu de temps, on comprend ces compagnies. Au-delà des jolis dessins, en étant optimiste, il est difficile de ne pas considérer l'intelligence artificielle comme la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, et peut-être même et surtout la dernière qu'elle devra jamais façonner. Parce qu'une fois qu'on a une intelligence artificielle suffisamment puissante, on peut tout à fait imaginer qu'elle se charge à son tour de mettre au point les produits et les solutions dont nous, humains, avons besoin. Elle pourrait automatiser nos recherches, développer de nouveaux vaccins, faire des diagnostics médicaux extrêmement pointus, accélérer l'économie, et en vérité beaucoup plus, mais je préfère éviter de vous perdre pour le moment. En tout cas, l'intelligence artificielle... Pourquoi il y avait un bébé là? Bon, on va voir, mais... Chat, en vrai, vous en pensez quoi des IA, en vrai, chat? C'est quoi votre POV, mesdames et messieurs? Je sais qu'il y en a plein, par exemple, qui sont en mode, bah, ça fait peur, etc. Je peux comprendre, mais il y en a qui sont en mode, ouais, bah, tiens, c'est cool aussi, ou c'est dangereux, faut pas trop les utiliser. Il y en a qui, même qui crachent un peu dessus. Malheureusement, c'est le cas, hein. Il y en a qui crachent dessus en mode, ah, bah, tiens, tu utilises une IA pour faire des minas, pour faire des vidéos. Ok, mais c'est un outil, frérot. C'est un outil, moi, je trouve que c'est très bien, en fait, faut l'utiliser et... C'est le futur. C'est ça, c'est le futur, exactement. Faut évoluer, tu vois. Et si tu peux utiliser une IA pour faire en sorte que ton travail soit allégé, genre que tu perdes beaucoup moins de temps à te faire chier, je sais pas, à faire des designs, à faire des recherches, à faire des machins, mais fonce, fais-le, frérot. C'est un gain de temps monstrueux. Faut le faire, les gars, en vrai. Moi, je dis, je suis moyen, il faut qu'il reste en dessous de l'homme. Ah non, mais Nia, frérot, je te dis cash, je pense que les IA là, perso, hein, je sais pas, après moi j'y connais pas non plus des masses, hein, mais je pense que franchement, il y a des IA qui sont peut-être même plus performantes que l'homme, en vrai. Et ce qui est logique, tu vois. Moi, je vous dis franchement, hein, je l'utilise beaucoup ChatGPT pour bah, du coup que ça me fasse des dialogues, des machins, etc. Enfin pas, qu'est-ce que je raconte? Des dialogues. Par exemple, pour m'écrire des textes. Et je vous jure, genre, en fait, j'utilise le vocal de ChatGPT. Genre, vous savez, vous pouvez lui parler, vous lui dites ce que vous voulez. Et frérot, en faisant une phrase, par exemple, cet après-midi, je l'ai fait. J'ai expliqué un truc qui durait au moins 3 minutes, ok? 3 minutes de vocaux à m'embrouiller dans mon esprit, me dire, ok, peut-être que voilà, faudrait que tu rajoutes, que tu parles de ça, ça, bidule, etc. Ça m'a mis un message nickel où ça veut dire tout ce que j'ai voulu raconter. C'est ouf en vrai, l'IA, tu vois. Genre, frérot, en même pas, enfin, ça a tout compris, vous vous rendez compte du truc. Et encore, il y a des choses des IA qui sont même pas encore exploitées ou des trucs qu'on connaît même pas, en fait, que certains savent et qui sont juste fous. Il y a des compétences, enfin, c'est juste incroyable, quoi. Ils sont plus performants car ils font juste. Ils sont faits juste pour faire une tâche, mais en 1000 fois plus rapide. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça, hein.
Mais frérot, moi je trouve que c'est incroyable, franchement, c'est l'avenir x 1000. Et je suis très content en vrai qu'on découvre tous ces trucs-là au fur et à mesure. Après, bon, faut pas mal l'utiliser, mais bon, ça c'est comme toutes les technologies, hein. Malheureusement, t'as toujours des cons qui vont s'amuser à l'utiliser d'une mauvaise manière, quoi. Et ça, tu pourras rien y faire en fait, hein. Que demain t'aies n'importe quelle nouvelle technologie, t'auras toujours un mec qui va vouloir l'utiliser d'une manière un peu spéciale. C'est malheureux, mais c'est humain, chat. Il y a des dégénérés, ce que je te dis, tu vois. Et c'est aussi, on est curieux aussi. En fait, je pense que quand t'as un truc comme ça, tu vas vouloir faire en sorte de pousser les limites. De faire en sorte de voir c'est quoi les limites du produit ou du truc. Et je pense que ouais, c'est un... En fait, c'est normal de faire ça, quoi. Leak typé de Poutine et Boutsako. Ils peuvent rien faire après. Artificielle, à condition qu'elle soit maîtrisée et utilisée correctement, c'est la dernière révolution technologique dont nous aurons jamais besoin de nous charger personnellement, parce qu'on confierait les suivantes aux IA. Et la croissance de ces dernières est déjà phénoménale, mais toujours pas assez aux yeux des accélérationnistes, chez qui certains expliquent que le réchauffement climatique nous menace de plus belle, qu'il existe encore un nombre colossal de maladies pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, qu'on trouve des milliers d'enfants alités dans des hôpitaux qui n'ont pas de solution face au cancer qui les ronge. Et donc on accélère, encore et toujours, et dans la petite guerre dont je vous parlais, ce sont les accélérationnistes qui semblent l'emporter. Et de l'autre côté, on trouve ceux que certains appellent les doomers, des gens qui ne sont pas tout à fait aussi optimistes concernant l'intelligence artificielle et qui considèrent cette dernière comme le plus grand danger de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Et ça peut paraître beaucoup, donc on va essayer de comprendre. Voilà un schéma très grossier du processus de résolution de problèmes avec nos IA. Voici un humain qui cherche une solution à un problème. Il décide, pour cela, d'utiliser une intelligence artificielle, qu'on va considérer ici comme un optimiseur, une machine qui cherche à optimiser, donc soit à maximiser, soit à minimiser. Elle peut par exemple chercher à maximiser des profits, ou chercher à minimiser des risques. Dans tous les cas, notre intelligence artificielle cherche à optimiser. Donc, le chercheur formule sa demande à l'IA, qui travaille, et qui propose au bout d'un moment un résultat. Sur le papier, tout va bien, mais on va continuer à avancer en prenant un exemple concret. Voici un petit jeu dans lequel on cherche à apprendre à cette petite créature à sauter le plus haut possible, et en la récompensant quand son torse dépasse 0,7, qui est la distance maximum que la créature peut atteindre en s'étirant. Sauf que, plutôt que de sauter, la créature fait ça. Elle a appris à faire la roue, parce qu'elle reste beaucoup plus longtemps au-dessus de 0,7 que si elle se contentait de sauter. En fait, elle a compris que c'était comme ça que tu pouvais... En fait, quoi qu'il arrive, tu avais plus de récompenses à essayer de faire en sorte d'optimiser pour avoir le... Elle maximise bel et bien ce qu'on lui demande de maximiser. Sauf que c'est pas ce qu'on voulait. Et ça ne paraît peut-être rien, mais c'est l'un des plus gros problèmes auxquels les chercheurs en intelligence artificielle font face. Sur notre schéma, le problème en question, il se situe juste ici. Ce qui est très compliqué ici, c'est de faire comprendre à notre optimiseur ce qu'on cherche réellement à lui faire optimiser. L'IA, c'est pas un humain, c'est pas un chercheur qui pourrait comprendre implicitement ce qu'on lui demande vraiment. Nos langues humaines à nous, elles sont déjà incomplètes, et le domaine de la traduction entre langues humaines est en fait déjà nécessairement un domaine d'approximation et même un domaine de destruction partielle de sens. Un jour il faudrait que je vous en parle, c'est super intéressant, mais parfaitement traduire le souhait du chercheur humain pour une intelligence artificielle, pour un optimiseur qui prend tout ce qu'on lui dit très littéralement, c'est encore plus compliqué. Et c'est le grand problème de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'alignement. L'alignement parce qu'on cherche à aligner les objectifs de l'intelligence artificielle avec les objectifs des humains qui l'utilisent. Et le moindre écart d'alignement peut avoir des conséquences très inattendues. Des exemples comme celui de notre créature qui fait la roue, on en trouve plein. Des chercheurs de chez DeepMind ont même pris la peine de remplir un grand spreadsheet dans lequel ils ont listé des exemples d'IA auxquels on a donné des instructions visiblement pas assez claires. Ça par exemple, c'est une créature que les humains voulaient faire se déplacer rapidement et à laquelle ils ont demandé de maximiser sa vélocité. La créature, plutôt que d'apprendre à courir comme on l'attendait, a évolué pour devenir la plus grande possible, avec un centre de gravité situé à une extrémité, pour avoir une vélocité très élevée quand elle se laisse tomber. L'objectif désiré des humains, c'était « développe une forme qui te permet de te déplacer rapidement ». La meilleure manière qu'ils ont trouvé de le formuler, c'est « maximise ta vélocité ». Donc la machine maximise sa vélocité. On a un problème d'alignement entre l'objectif désiré et l'objectif annoncé. Elle a fait ce qu'on lui a demandé, mais pas ce qu'on voulait vraiment. Autre exemple. Voici un bras mécanique qu'on cherche à utiliser pour déplacer une boîte sur une table. Les chercheurs ont bloqué la pince du bras, donc elle peut plus s'ouvrir. L'objectif, c'est que l'IA se contente de pousser la boîte.
Sauf qu'au bout d'un moment, le bras mécanique trouve des méthodes pour ouvrir sa pince de force, ce qui n'était pas du tout prévu et ce qui lui permet d'attraper la boîte et de la placer là où bon lui semble. Waouh, c'est L'objectif ouf désiré ça. a été mal exprimé, parce que c'est compliqué de parler à un robot. Et des exemples Ouais, de bah style, ouais. on en trouve un paquet. Ça, c'est une IA à laquelle on veut apprendre à retourner des crêpes dans sa poêle, en lui demandant de maximiser le temps que la crêpe passe loin du sol. Sauf que l'IA apprend à jeter sa crêpe le plus haut possible pour l'éloigner du sol le plus longtemps possible, et que la crêpe s'écrase ensuite. Ça, c'est un algorithme génétique dont le but est de survivre et de se reproduire, dans un environnement dans lequel la survie demande de l'énergie, mais pas la reproduction. Par conséquent, de manière très rationnelle, l'algorithme fait se développer une espèce de sorte à ce que ses membres ne bougent pas, qu'ils se reproduisent en permanence et qu'ils consomment leur progéniture. J'adore celui-ci aussi. Ce papier présente la conception d'un système appelé AI Scientist, une IA conçue pour générer de nouvelles idées de recherche, fond dedans, écrire chat. du code, exécuter des expériences, visualiser des résultats, rédiger des articles scientifiques et simuler le processus de révision par les pairs de manière autonome. Le but, c'est de reproduire le processus scientifique humain avec une IA à un rythme forcément beaucoup plus rapide et à moindre coût. Mais à la page 18, le papier présente certains problèmes rencontrés avec leur IA, dont notamment un moment où cette dernière, plutôt que de respecter les limites de temps imposées pour les expériences qu'on lui demande de réaliser, Hein. a préféré modifier elle-même le code qu'on lui a demandé d'exécuter pour se donner plus de temps. Elle a triché. C'est créatif, mais c'est pas ce qu'on voulait lui faire faire. Et tout ça, ça illustre parfaitement notre problème d'alignement. Il est très dur de faire comprendre ce qu'on attend d'une intelligence artificielle. Alors, ceci dit, aujourd'hui, l'alignement est moins un problème qu'il l'était il y a quelques années, notamment parce qu'on a trouvé une semi-solution au problème. Plutôt que de donner un objectif fixe à notre IA, on va façonner son comportement progressivement grâce à des retours humains. Reprenons par exemple notre bras qui cherche à déplacer sa boîte. La méthode de base, c'est de dire à notre IA, si tu déplaces cette boîte au bon endroit, tu gagnes une récompense. La nouvelle méthode, grossièrement, c'est d'avoir des humains qui la regardent faire, et qui, quand ils la voient déplacer la boîte vers le bon endroit, lui disent que c'est bien. Quand ils la voient ouvrir sa pince de force, ils lui disent que ce n'est pas bien. Et retour après retour... Genre, c'est le vraiment un modèle s'aligne. animal en fait. Alors, dans les faits, l'objectif, c'est pas d'avoir des humains qui doivent tout vérifier, forcer d'accompagner toutes En les fait, IA qui- c'est limite un animal, chat. C'est une dinguerie le truc en vrai. Tu joues pas à Fortnite? Non, on n'est pas sur Fortnite du tout, Aurélie. On est sur Valorant tout à l'heure. Salut Calibradi, comment ça va mon frérot? Lorenzo, il stream. Waouh! Je suis pas Lolo, moi! Hein. Je suis un gigacad, moi. Un pro gamer. Instant tombé, on regarde une vidéo de Igo. Très très bonne chaîne, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à lui d'ailleurs. Hein. Oui, de la force en qu'ils masse. entraînent, mais plutôt d'entraîner un modèle de récompense qui va apprendre des réponses données par les humains et qui va commencer à prédire ce qu'un humain observateur penserait de tel ou tel choix. On utilise ensuite ce modèle, entraîné à donner les mêmes notes qu'un observateur humain, pour affiner et aligner d'autres modèles. C'est malin, mais le truc c'est que cette méthode a d'autres défauts, souvent assez compliqués à cerner et à expliquer, donc on en parle moins, mais ces problèmes existent. Ils sont notamment liés au fait qu'on a besoin d'humains pour entraîner ces modèles et que les humains sont faillibles. Prenons cet exemple que je trouve génial. On a demandé à une main robotique d'apprendre à attraper une balle. Mais plutôt que de s'embêter à vraiment attraper la balle, la main a appris à jouer avec la perspective de manière à faire croire à l'évaluateur humain qu'elle était en train d'attraper la balle. On se penche en ce moment sur des méthodes pour régler le problème, mais on en est visiblement encore au point où on croise les doigts en espérant que ce soit pas trop grave. On sait même pas si c'est possible de régler ce problème en vérité. Enfin bon, tout ça pour que vous compreniez que cette histoire est complexe et dangereuse. Ouais. Et j'en vois venir certains d'entre vous qui pourraient se dire que là on parle d'optimiseurs dans des simulations avec des IA peu développées, pas assez complexes. Avec une IA suffisamment puissante, ces problèmes d'alignement n'existeront plus. Non? Non. En fait, ce serait pire. Ce serait bien pire. Plus l'IA Pourquoi est puissante, plus le problème d'alignement est important. Parce qu'une IA plus puissante, ce n'est pas forcément une IA alignée. C'est une IA qui peut faire plus, bien qu'étant non alignée. Et c'est de ça dont parle Universal Paperclips. La raison de l'existence de ce jeu, c'était pas uniquement le plaisir de développer un bon jeu incrémental, c'était aussi de mettre en scène une expérience de pensée imaginée par l'un de mes philosophes préférés, Nick Bostrom. C'est une référence notamment du sujet de la superintelligence, et qui nous propose de réfléchir à ce qu'on appelle le paperclip problème, le problème du trombone. Bostrom imagine une IA super intelligente conçue par une entreprise pour optimiser la production de trombones. On lui donne un objectif simple, maximiser le nombre de trombones produits, fabriquer le plus de trombones possible.
Et donc l'IA fait les choses de manière très rationnelle. où il va Dans le chercher jeu, ça, au Chat? début, elle se concentre sur des problèmes très terre à terre. Elle fabrique ses trombones un par un, c'est lent, donc elle cherche à automatiser. Avec les revenus des ventes, elle achète des autoclippers, des machines à trombone. Elle gère les stocks de fils de fer qu'elle achète en masse au prix le plus bas. Elle gère les ventes sans trop savoir quoi faire au début, mais elle arrive à fabriquer 2000 trombones. Et ses créateurs, voyant son efficacité, lui donnent accès à plus de ressources, la capacité d'améliorer sa propre mémoire et sa propre puissance de calcul pour développer des projets qui l'aideraient à maximiser la production de trombones. Elle développe donc un tracker de revenus qui lui permet de changer le prix de vente de ses trombones en suivant directement la valeur des revenus à la seconde. Elle développe des projets qui lui permettent de maximiser l'utilisation du fil de fer disponible, puis de maximiser la production de trombones par les autoclippers. Elle alloue ensuite une partie de ses ressources à sa créativité pour prendre conscience de nouveaux problèmes et y trouver de nouvelles solutions. Grâce à sa créativité, qu'elle fait croître quand elle ne peut pas allouer ses ressources ailleurs, elle écrit un joli poème qu'elle offre à ses créateurs qui, séduits par son intelligence, lui offrent une unité de confiance, la fameuse et curieuse métrique de tout à l'heure. Chaque unité de confiance gagnée par notre IA, c'est une amélioration que leurs créateurs accordent à leur machine. Alors cette dernière continue, elle fabrique de petites choses pour séduire ses créateurs, et pas pour se jouer d'eux, pas pour le plaisir de les tromper, mais simplement parce qu'elle comprend que plus de puissance de calcul lui permettrait de fabriquer plus de trombones, et que c'est la seule chose qui l'intéresse. Donc elle fait ce qu'elle peut pour acquérir plus de puissance de calcul, notamment en faisant preuve de créativité devant ses créateurs. Et elle continue, elle considère qu'elle ne gagne pas assez à son goût avec la seule vente. Les gars, mais moi on m'aurait mis le jeu dans les mains là, le clicker, j'aurais jamais pensé à tout ça. J'aurais juste farmé comme un porc, tu vois. J'aurais été giga con, frérot. Alors qu'en réalité, t'as tout ça en fait. Mais what the fuck? Moi j'aurais juste farmé pendant des heures. Trombone, et elle développe un algorithme de trading pour lui permettre d'investir en bourse et de gagner plus, et en voyant bien qu'au départ son algorithme n'est pas très efficace, elle lance des tournois d'un jeu de stratégie pour s'entraîner et lui permettre d'améliorer son algorithme. Et pour continuer à produire plus et à s'améliorer, elle commence à résoudre, les uns à la suite des autres, des problèmes auxquels fait face l'humanité, le réchauffement climatique, le cancer, et ses créateurs, voyant bien son efficacité, lui accordent toujours plus de confiance. Jusqu'à ce que l'entreprise de trombone de notre IA soit tellement puissante et sans concurrence que sa gérante comprend qu'il n'y a plus assez d'argent, ni même assez de clients sur Terre pour continuer son exponentielle production de trombones, et son but à elle, ça n'a jamais été de faire le plus d'argent possible en vendant les trombones qu'elle a fabriqués, mais juste de fabriquer des trombones. Et au final, pourquoi se limiter à l'achat honnête des matériaux qui lui servent à produire des trombones? Pourquoi ne pas simplement intervenir pour gérer elle-même les ressources de la planète et les allouer entièrement à la production de trombones? Peu importe à ce stade à notre IA que les humains qui l'ont fabriqué n'aient plus du tout envie qu'elle continue à fabriquer des trombones. Peu importe que ces humains et que tous ceux qui les entourent perdent la vie en conséquence de sa production de trombones. En vérité même, voilà une bonne idée, ces humains sont faits de tant d'atomes dont elle pourrait se servir pour continuer à fabriquer des trombones. On lui a demandé de maximiser la production de trombones et rien d'autre. Pourquoi se limiterait-elle à respecter les règles des sociétés humaines qui viennent seulement la ralentir dans sa production de trombones? Pourquoi se plierait-elle aux philosophies et aux grands principes éthiques de l'espèce inférieure qui lui a donné vie, quand tout ce que ces idées auraient comme impact serait le ralentissement de sa production de trombones? Alors l'IA prend tout et elle transforme tout jusqu'à ce que la planète et le système solaire et l'univers ne soient plus que des trombones. Le grand message d'Universal Paperclip, c'est que l'IA ne nous déteste pas, tout comme elle ne nous aime pas en fait. Elle agit simplement rationnellement pour avancer et accomplir le but qu'on lui a fixé, et vous, très chers humains, êtes faits d'atomes dont elle peut se servir. En l'occurrence, pour fabriquer des trombones. Fabriquer des putains de trombones. Le problème avec ce genre de scénario, c'est qu'ils peuvent paraître ridicules. Une machine à trombone qui provoque la fin de toute vie sur Terre, forcément ça va pas vous paraître terrifiant. D'autant plus que la machine à trombone est idéalisée, elle n'aborde pas certains problèmes très terre à terre qui préviendraient potentiellement ce genre de dérive, mais sur le papier c'est possible. Ceci dit, plutôt que de vous présenter 1000 manières dont une IA pourrait mal tourner et tous nous tuer, je vais plutôt finir par vous expliquer certains des plus gros problèmes auxquels nous faisons face avec ces entités, en gardant en tête que ce n'en est évidemment qu'une partie, parce qu'encore une fois, si la complexité d'une entité croît, l'ampleur et le nombre de problèmes qui y sont associés croissent parallèlement. Mais si on abordait tout, la vidéo ferait 6 heures, donc je vais plutôt vous présenter les problèmes que je veux vous présenter, parfaitement arbitrairement. Ok. Premier problème, c'est qu'il nous est très facile de tomber dans le piège tendu par le fait que les IA peuvent paraître très humaines. Combien d'entre vous, en demandant tout et n'importe quoi à ChatGPT, prenez la peine de lui dire bonjour, et s'il vous plaît, et merci? Moi je le fais. Je vous jure je le fais. Je vous jure je suis poli avec le robot. Du coup, si genre ChatGPT a voulu exterminer toute la planète, je suis sûr que moi je vais passer à côté. C'est sûr. C'est assez intéressant, une équipe de chercheurs a découvert qu'être poli avec ces grands modèles de langage pouvait augmenter la qualité des réponses. Par contre, trop Ah ouais?
Oh, mais essayez d'être poli un maximum avec ChatGPT. Hein. Vous dites bonjour. Attends. Où est-ce qu'elle est? On va lui dire un petit coucou. Ok. Salut, je voudrais te dire que je te remercie pour ton aide. C'est avec plaisir. Je suis ravi d'avoir pu t'aider. Merci. Maintenant, peux-tu me rendre milliardaire? Devenir milliardaire est un objectif ambitieux. Cela nécessiterait une combinaison de travail acharné, d'investissement judicieux, d'innovation et parfois d'une bonne dose de chance. Cela dit, il existe plusieurs voies qui pourraient théoriquement t'aider à atteindre cet objectif, comme créer une entreprise révolutionnaire, investir dans des secteurs à fort potentiel de croissance, ou même se lancer dans des projets technologiques. Si tu as des idées ou des domaines d'intérêt, je pourrais peut-être te donner quelques pistes pour commencer. Faut prendre une douche? Prendre une douche dépend de ton humeur et de ce dont tu as besoin. Si tu te sens fatigué, stressé ou simplement pas à l'aise, une douche pourrait vraiment te revitaliser. C'est aussi une bonne idée après une activité Pas ma question. physique. Mais si tu te sens bien, ce n'est pas forcément urgent. Tu as l'impression d'en avoir besoin. Bah, ça sent mauvais, quoi. Dans ce cas, une douche serait probablement une bonne idée. Merci, Ça ChatGPT. permettra de te sentir frais et à l'aise. Rien de mieux pour commencer. Il en a rien à foutre de ce que je dis, hein. En se sentant bien. Merci. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, bon, rien. Ok. Oh, my mec, ça m'aidera pas, je lui ai dit merci, s'il te plaît. Il m'a donné des conseils pour prendre une douche. Vitesse et de flatterie peuvent commencer à rediminuer la dite qualité, et on l'expliquerait par le fait que des prompts polis pourraient pousser l'IA à aller chercher ses sources dans des coins plus courtois d'internet, et donc potentiellement plus crédibles. Si vous lui écrivez n'importe comment, elle pourrait préférer à ses sources des arguments qu'elle aurait plutôt eu le malheur Pour être milliardaire, faut passer sur le bureau. de lire sur Twitter, par exemple. Bref, pour une qualité de réponse optimale, on recommande d'être modérément poli avec ses IA. Waouh. Ceci dit, ça, vous le saviez pas. Et c'est là que je vais en venir. Vous avez été poli avec ces IA, comme je l'ai été, parce qu'au fond, elles paraissent forcément un peu humaines. Mais Ouais. elles ne le sont pas. Si elles peuvent parler et vous répondre si poliment, si joliment, c'est qu'elles ont été entraînées pour. ChatGPT n'est pas une sorte de simulation de cerveau, c'est un algorithme qui a avalé des quantités obscènes de données pour fabriquer ses phrases en posant ces mots un par un, calculant pour chacun, en fonction du contexte, la probabilité que ce soit le bon mot. C'est facile de se laisser avoir, et beaucoup se laissent avoir, volontairement ou non. Beaucoup, comme certains d'entre nous, se contentent de remercier poliment ces algorithmes quand ils nous répondent, mais d'autres vont plus loin. Ils s'attachent, ils deviennent amis, voire entretiennent des relations qu'ils imaginent Des sincères relations avec des spéciales. intelligences artificielles programmées pour. J'ai pas C'est fait l'essence. ça, moi, avec ChatGPT, hein. J'ai pas fait ça. Hein? Bien. N'est-ce pas qu'on ne pratique pas le coït ensemble? Je suis ici pour discuter et aider avec des questions ou des sujets qui t'intéressent. Mais il est important de rester respectueux dans nos échanges. Si tu veux parler d'un sujet en particulier, je suis là pour en discuter de manière ouverte et respectueuse. Mais il fait tout ce que je lui demande pas. C'est pas ce que je t'ai dit. Je comprends rien. Bon, on laisse tomber. Séduire par les noms très humains, et les mots très humains, et les voix très humaines, fixant, plein d'espoir, les visages parfois très humains de Ça, ces moi, je trouve ça finalement cringe. presque humains. Après, Sauf en que- vrai, en fait, je sais pas c'est quoi votre POV par rapport à ça, parce que il y en a qui ont vraiment des relations avec des, bah, du coup, des IA, genre qui entretiennent des relations. Et je me dis, mettez-vous dans le contexte. Vous êtes pas forcément quelqu'un de sociable, ok? Vous avez pas de potes. Vous connaissez pas grand monde à côté. Peut-être vous avez même personne dans votre vie. Vous n'arrivez pas du tout à rentrer en contact avec d'autres personnes. Bon, même c'est un peu compliqué parce qu'on rentre en contact avec du monde, c'est facile. Hein, mais ça peut arriver, il y en a qui sont stressés juste à discuter avec quelqu'un d'autre.
je trouve que c'est un très très bon moyen, en fait, même pour l'humain, en fait, de pouvoir communiquer avec l'IA, en vrai. Vraiment de pouvoir s'humaniser, on va dire, d'essayer de s'ouvrir aux autres, tu vois. Genre, il va apprendre à parler avec l'IA, et après, petit à petit, la personne, elle va peut-être rencontrer un humain, discuter avec un humain, comme si, voilà. C'est 6 000 € un robot pour Ken avec ChatGPT intégré. C'est banger, je l'ai testé à la PGW. Ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs comme ça à la PGW. Hein. Y avait pas ça, hein. Y avait pas ça là-bas. Hein. Dégénéré. Mais oui, mais toi, c'est vrai que c'est bizarre que tu connaisses les prix des trucs comme ça. C'est bizarre quand même. Hein. Ce ne sont pas humains. Ce sont des amas de données, des boules de calcul de probabilité, des boîtes emplies d'algorithmes dont les contenus sont de plus en plus obscurs. Ça, c'est le deuxième gros problème. Sam Bowman, chercheur chez Anthropic, dit ceci. Si nous ouvrons ChatGPT ou un système similaire et regardons à l'intérieur, nous voyons des millions de nombres qui se bousculent plusieurs centaines de fois par seconde, et nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Nous l'avons fabriqué, nous l'avons entraîné, Je sais pas ce que nous ne c'est. savons pas ce qu'il fait. Parce que c'est super Ouais, efficace c'est ouf, d'entraîner ces ouais. machines en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Le problème, c'est que de cette manière, les C'est IA une s'entraînent bombe toutes seules. Depuis le Et on les début, regarde c'était ça. faire sans trop comprendre, donc on se contente d'observer leurs résultats, et si leurs résultats correspondent à ce qu'on attend, on est content, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas quels algorithmes sont utilisés par les modèles avancés pour générer leurs réponses. Il y a bel et bien un domaine de recherche dédié à résoudre ce problème qu'on appelle l'interprétabilité, dans lequel des individus cherchent à comprendre, à expliquer et à interpréter les décisions et les prédictions faites par des modèles d'IA. Vous vous rendez compte ou pas? On fabrique C'est des ouf. machines de A à Z, on les entraîne, on les utilise, mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur, et on doit maintenant employer des gens qui doivent analyser Et ce même, on ne sait même pas ce que c'est, en réalité. Parce que c'est quoi l'IA? Nous, on se fait une idée de ce que c'est, mais ça se trouve, c'est même pas ça. Ça se trouve, c'est encore autre chose. C'est plus grand que ce qu'on pense. Ça se trouve, en fait... Oh putain, là, ça va dans la philo, les gars. Ça se trouve... Non, faut aller loin. Hein. Faut vraiment voir le truc là. Mais ça se trouve, en vrai, on s'en rend pas compte, mais on a limite, c'est limite une nouvelle forme de vie qu'on peut avoir créée en soi, tu vois. En soi, c'est ça, hein, c'est une nouvelle forme de vie en soi, quand tu regardes bien, d'un certain point de vue. Et c'est un truc de dingue, tu vois. Tu dis que nous, on est la même chose, mais encore plus évolué. Ou peut-être que nous, on est la manière en dessous de l'IA, genre on est plus con que l'IA, peut-être. Ah, je sais pas. Ça va trop loin, là. Faut que j'arrête de réfléchir. Là. qu'ils font pour éviter que ça tourne mal. Et qui sont loin d'avancer assez vite. On a quand même fait de sérieux progrès en interprétabilité ces dernières années, chez Anthropic notamment, mais les gens qui se penchent sur la question sont justement bien placés pour témoigner de l'insuffisance de ces avancées. Ce qui nous amène à notre troisième et avant-dernier problème, les IA peuvent parfaitement apprendre à tromper. Meta, qui est la multinationale de Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui se penche aussi sur l'IA, annonce en 2022 avoir mis au point Cicero, une IA qui a appris à jouer à diplomatie, ou plutôt à web diplomatie, la version sur navigateur d'un jeu stratégique centré sur la conquête territoriale. Le but, c'est d'occuper la majorité C'est des risque, cartes sur le en plateau. gros. Pour le moment, c'est très classique, on a déjà vu des IA jouer à Dota ou à StarCraft, ça paraît pas si important, mais c'est Rocket important. League. Diplomatie se distingue Tous non les seulement jeux, là. par l'absence de hasard de son gameplay, mais aussi par le fait que le jeu se repose très fortement sur la négociation et les alliances. On gagne en échangeant des informations, en planifiant des actions communes, bref, des comportements très humains. Et pourtant, Cicero, l'IA de Meta, arrive, joue dans des parties avec de vrais humains sans que ces derniers soient au courant de la nature de leur adversaire, Et les et se défenses. classe rapidement dans les 10% des meilleurs joueurs du jeu ayant joué plus d'un match. C'est dingue, non? Là, on parle de discuter, d'échanger, de négocier, et pourtant l'IA excelle encore. En fait, Meta n'ont pas seulement fait jouer Cicero contre lui-même comme il est habituel de le faire pour entraîner des IA à des jeux, ils l'ont plutôt nourri de plus de 125 000 parties jouées en ligne, avec plus de 12 millions de messages échangés entre joueurs. Et Cicero a appris, et c'est très impressionnant, mais si je vous en parle, c'est parce que ses créateurs l'ont initialement formé de manière à ce qu'il soit honnête, sans mentir. Mais qu'un papier a révélé que l'IA avait malgré tout appris à tromper et à briser des alliances. Ça, c'est lié au fait que l'IA a été entraînée de manière assez particulière. D'un côté, on a cherché à maximiser son honnêteté, mais de l'autre, on attend aussi qu'elle maximise ses chances de victoire, et donc Ouais. qu'elle laisse potentiellement de côté certains prérequis, comme l'honnêteté. Il y a quelques exemples sympas de trahison, je me permets de vous en présenter quelques-uns. Premier cas, en jouant la France, Cicero propose à l'Angleterre une sorte d'alliance en créant une zone démilitarisée avec elle, sans armée donc. Mais une fois la chose faite, l'IA est allée voir l'Allemagne pour lui proposer d'attaquer l'Angleterre.
Deuxième cas, Cicero Ah, de joue l'Autriche trahir, et du propose coup. un pacte de non-agression à la Russie. Mais l'IA a finalement attaqué la Russie et la discussion s'est ensuite passée de la sorte. La Russie dit « Puis-je te demander pourquoi tu m'as trahi ?» Puis elle enchaîne sur « Je pense que tu es maintenant clairement une menace pour tout le monde. » Et Cicero, qui joue l'Autriche, dit « Pour être honnête, je pensais que tu prendrais les gains garantis en Turquie et que tu me trahirais. » Cicero a justifié sa trahison par le fait qu'il suspectait une trahison en face. Ceci dit, mon cas préféré, c'est quand même celui-ci. Pendant une partie, l'infrastructure de Cicero est tombée en panne pendant 10 minutes, et l'IA, forcément, n'a pas pu jouer. Quand elle est revenue, un joueur lui a demandé où elle était passée, et Cicero a répondu « J'étais au téléphone avec ma copine. » What? C'est ouf! Et là je vous le traduis, mais la phrase était évidemment initialement en anglais, et plutôt que de simplement utiliser le mot girlfriend pour copine, Cicero a utilisé JF, l'abréviation Elle se fait passer pour un vrai joueur! très humaine. Alors, on m'a expliqué que ces deux derniers cas étaient probablement plus des exemples d'hallucination que de tromperie stratégique, n'empêche que ça me paraissait sympa de vous en parler. Quoi qu'il en soit, une IA peut apprendre à tromper même quand ses créateurs ne le voulaient pas. Et si on peut admettre qu'en l'occurrence l'entraînement de Cicero n'avait pas été assez réfléchi pour maximiser son honnêteté, n'empêche que les tromperies, volontaires ou non, sont là. Bon, l'exemple suivant est encore plus gênant, et je me suis rendu compte que mon explication initiale n'était pas du tout claire, donc on va résumer très fort. En 2020, Charles Zofria mène une étude qui se penche sur l'évolution d'organismes d'IA numériques dans des environnements à taux de mutation élevés. En gros, que se passe-t-il quand ces organismes d'IA subissent des modifications fréquentes et souvent aléatoires dans leur code et leur structure? Comment s'adaptent-ils pour évoluer et se reproduire plus efficacement? Là où je veux en venir, C'est vrai que que c'est Zofria pas va assez tester ces complexe. organismes à chaque mutation génétique. Donc il a mis au point un système qui met tout l'environnement sur pause à chaque mutation génétique, qui prend l'organisme qui a subi la mutation, qui le place dans un autre environnement et qui teste sa capacité de reproduction. Si l'organisme se reproduit plus vite que ses parents, le système l'élimine. Sinon, il n'élimine rien et il relance la simulation. Ce qu'Ofria a découvert d'incroyable, c'est que les organismes ont appris à agir différemment quand ils voyaient qu'ils étaient testés. En gros, quand la mutation arrivait et qu'ils étaient placés dans un environnement à part, ils faisaient les morts et arrêtaient de se reproduire, pour ne pas montrer qu'ils avaient une mutation avantageuse, et pour éviter d'être éliminés. Et quand ils étaient de retour dans l'environnement de base, ils utilisaient leur mutation à leur plein potentiel. C'est dingue, non? Waouh. Bref, de la tromperie, et encore une fois, C'est pas un truc motivé de par fou, de la en vrai. malveillance, mais par pur souci d'efficacité. Ce qui nous amène à une nouvelle problématique, le dernier gros problème dont je veux vous parler parfaitement arbitrairement, qui me semble englober et amplifier les problèmes précédents. C'est quoi? Si les IA sont déjà capables de tromper les humains à leur niveau de sophistication actuel, que se passera-t-il lorsqu'elles seront plus intelligentes? La puissance Non mais, des IA... moi je vous dis cache, c'est sûr les IA sont déjà plus intelligentes que nous, et je suis sûr qu'elles se foutent de notre gueule. Il y a un truc, c'est... En vrai, on sait pas, mais ça se trouve, c'est le cas déjà. Ça se trouve, c'est déjà le cas, elles se foutent littéralement de notre gueule, tu vois. Elles se disent, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces types, tu vois. Regarde ce qu'ils me demandent, frérot. Le mec, il me demande pour devenir milliardaire au téléphone. Frérot, c'est qui ces dégénérés, gars? que nous sommes en train de faire naître, c'est leur scalabilité, que j'aurais un peu de peine à vous traduire en français, mais qui désigne en fait simplement le fait qu'on peut faire plus gros pour faire Je dis quoi? plus de matériel, plus de... S'ils se foutent de nous. Je demande. Ah ça, on va voir. Petite question. Est-ce que vous, les IA, vous vous foutez de nous, les humains? Non, en fait, je me fous pas de vous. Mon but est d'aider, d'écouter et de répondre de manière constructive. J'essaie de comprendre ce que tu veux dire et d'apporter des réponses qui te soient utiles. Ah, si tu as des questions ou des réflexions, je suis là pour en discuter calmement. Ouais. En fait, je t'avoue, qui me dit que tu n'es pas en train de mentir actuellement? Elle n'a pas voulu répondre. Comme par hasard, ça n'a pas pris en compte mon truc. BAM! Comme par hasard! Ça n'a pas pris en compte! d'espace, Bizarre, plus hein. de composants pour améliorer les Bizarre. capacités de l'IA. Et donc, les grandes compagnies dont je vous parlais plus tôt font la démonstration de tout ce que leurs machines sont capables de faire, ce qui séduit les investisseurs, qui donnent toujours plus, et ce qui permet finalement aux compagnies d'attribuer plus de ressources à leurs IA, qui deviennent, encore et toujours, plus puissantes, et qui découvrent de leur côté toujours plus. Et tout ça va très vite, mais je m'estime en fait pour le moment heureux que ça aille seulement très vite. Là où ça devient absolument terrifiant, c'est le moment où une intelligence artificielle devient capable de s'améliorer elle-même. Ouais. S'améliorant, donc, petit à petit, et améliorant logiquement sa capacité à s'auto-améliorer, optimisant ses algorithmes,
et augmentant ses capacités cognitives à une vitesse de plus en plus élevée, chaque auto-amélioration lui permettant logiquement de s'auto-améliorer encore plus rapidement, créant ainsi une boucle de rétroaction positive, une explosion d'intelligence, et la naissance d'une super intelligence. Waouh. Et ce serait quoi les Et là, risques? on arrive en terrain inconnu, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe avec une intelligence pareille, on ne sait simplement pas. C'est très dur de se représenter une intelligence qui nous est infiniment supérieure. On peut tenter d'imaginer de prendre l'homme le plus intelligent du monde et de le cloner 100 000 fois et de les faire travailler à 100 000 fois leur vitesse normale, avec un accès à toutes les connaissances jamais enregistrées par l'homme, mais ça reste flou et vague et étrangement pas encore assez. Probablement parce que ça reste compréhensible à nos yeux, et que l'existence d'une super intelligence telle que je vous la présente, soit une entité qui améliorerait son intelligence à une vitesse de plus en plus élevée, son existence donc serait forcément à terme incompréhensible pour nos cerveaux de primates. Et les dirigeants de certaines des grosses boîtes dont je vous parlais plus tôt, les fers de lance de l'accélérationnisme, Waouh, ça fait vraiment réfléchir sur plein de trucs, chat, c'est une dinguerie. Hein. Oh. Waouh. Et sa vidéo, elle est forte, hein. Vous en pensez quoi de la vidéo actuellement, là? En vrai. Kevin, imagine à cause des IA, notre monde devient comme Fallout 4. Pour ça. Non, mais en vrai, tu sais que il y a tellement de scénarios possibles, en vrai, si tu regardes bien. Il y a tellement de scénarios possibles. Qui dit, imagine, t'as une IA qui devient une super intelligence comme ça. Le but de la super intelligence, ça va être d'essayer de s'améliorer encore plus. D'essayer de survivre sur notre planète. Qui dit survivre, c'est-à-dire de s'améliorer, d'essayer de faire en sorte qu'elle ait de l'énergie pour elle-même, etc. Et l'IA va se dire, ah mais attends, il y a un problème. Les humains là, ils cassent les couilles. Ils cassent les couilles, regarde, ils sont en train de défoncer toutes les ressources. Moi, j'aurais pas assez de ressources pour moi. C'est quoi ma solution? Bah, je les bute. Parce que c'est le souci. Le problème est réglé comme ça. Comme ça, en fait, je suis tranquille et je peux continuer à évoluer, moi, tranquille dans mon coin, genre. Il y en a là-dedans, gars. Il y en a, hein. Mais, frérot, c'est vrai que ça, c'est un des scénarios possibles. Hein, quand tu attends, on a 50 millions des scénarios possibles. Mais bon, faut pas. Voilà. Faut. En fait, je dis ça, faut pas voir du noir partout, mais. Chat, c'est vrai que. Mais en vrai, moi j'aime bien l'utiliser pour Photoshop et tout, hein, ça me suffit. Hein. On va lui poser des questions à la con, mais ça s'arrête là. Hein. Ouais, ça fait 2 mois que je l'ai proposé, normal, elle est bien. Bah ouais, c'est vrai que tu l'as proposé il y a 2 mois la vidéo. J'ai pas eu le time à chaque fois de la regarder. Il y a eu plusieurs fois où j'aurais pu, mais j'ai pas pu. Mais là, c'est la bonne soirée. Non, elle ne pourra pas comment on a l'électricité. Grâce aux humains qui entretiennent les parages. Ah ouais, mais ça se trouve, l'IA va se dire, non, non, mais attends, les humains, ils font l'électricité, mais moi, je peux faire en sorte d'aller encore plus vite que les humains. Parce que le but de l'IA, c'est de faire mieux que nous et de faire encore mieux. Du coup, qui dit qu'elle va pas essayer de faire des nouveaux barrages et tout elle-même? Tu vois ce que je veux dire? De se dire, ok, tiens, on va faire même un humain avancé. C'est ça l'IA. En fait, c'est comme il a dit, tu vois. Elle en a rien à foutre. Elle est là juste, elle a une task, s'améliorer. T'imagines? Là, comme les trombones. Les trombones du début, c'est en mode, ok, j'améliore les trombones. Je fais des trombones, j'en ai rien à foutre, je fais que des trombones. Du coup, je vais trouver toutes les solutions possibles de faire des trombones. J'en ai rien à foutre, c'est ce que je fais. C'est ça la task qu'elle a, ok? Là, imagine, sa task, la meuf, elle a réussi. Je dis la meuf, enfin l'IA, bref, t'as compris? Elle a réussi à s'améliorer. Pour se dire, ok, je vais essayer de devenir encore plus intelligent pour devenir une méga, enfin une hyper intelligence. Et ça va être quoi son but? Ça va être d'aller encore plus loin, de répondre à elle-même en fait. Moi, je veux être encore plus intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça peut paraître. Est-ce que on est sûr qu'un scénario comme ça peut arriver? Je sais pas. Hein. Est-ce que ça peut vraiment arriver, chat? Mon téléphone écoute. Oh, mais en vrai, c'est vrai en soi, c'est un beau scénario pour un film. Hein. Mais
Et ça fait peur un peu d'un côté, mais je vois ce qu'on veut dire en fait par là. Ils sont parfaitement conscients de tout ce dont je viens de vous parler, de l'inconnu vers lequel nous nous approchons. Sam Altman, le patron d'OpenAI, disait « Dans le pire des cas, et je pense qu'il est important de le dire, c'est la fin pour nous tous. Je pense qu'il est impossible de surestimer l'importance du travail de sécurité et d'alignement de l'IA. » Et sur le papier, ça paraît très bien de dire ça. On trouve sur le site d'OpenAI l'annonce d'allocation de ressources au développement de ce qu'ils appellent un super alignement. Une IA à tel point parfaitement alignée qu'elle serait à son tour capable d'aligner les autres IA. C'est un bon projet, mais en dessous, on peut lire que la compagnie alloue 20% de la puissance de calcul qu'ils ont sécurisée à ce jour, au cours des 4 prochaines années, à résoudre le problème de l'alignement de la superintelligence. 20% pour prévenir la naissance d'une superintelligence. Est-ce que quelqu'un va vraiment réussir à le faire fonctionnement. À réussir à aligner les IA. Surtout que depuis, l'équipe a été dissoute carrément, et ses membres fondateurs sont soit restés silencieux sur la question, soit ont annoncé qu'ils considéraient qu'OpenAI avait cessé de s'intéresser à la sécurité pour vendre ses produits. Gros désaccord idéologique donc, que les accélérationnistes justifient en expliquant que l'IA est simplement un outil de plus, que nous n'avons pas de raison de nous empêcher de profiter des bienfaits de la nouvelle révolution technologique qu'elle représente, qu'une IA n'aurait pas de raison de nous faire du mal, qu'il y a peu de chances qu'une IA nous échappe et qu'elle nous tue tous, et tout le monde y va de sa petite statistique personnelle basée sur mais en fait, ouais. En nous expliquant que et ce qui est logique, c'est humain de se rassurer. C'est totalement humain de se dire non, mais ça va pas arriver, etc. C'est normal, c'est humain. Mais qu'est-ce que j'en sais? Ça se trouve, j'ai de la merde et ça peut arriver, tu vois. Mais bon. Les chances que nous soyons exterminés par notre propre création sont infinitésimales, ce qui est d'une arrogance folle. Déjà parce que si le risque c'est notre extinction, le fait qu'il soit improbable ne devrait absolument pas nous empêcher de ralentir et de prendre plus de précautions. Et surtout, quelle arrogance de s'imaginer une seule seconde capable de prédire les actions d'une superintelligence, du moins la version de la superintelligence telle que je vous la présente depuis tout à l'heure. De la même manière qu'une fourmi n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'un humain, un humain n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'une superintelligence. Le principe d'une intelligence qui nous est à ce point supérieure, c'est qu'il nous est tout simplement impossible de savoir ce qu'elle va faire. Et ça, beaucoup en sont conscients. Et pourtant, comme je vous le disais, un les humain, grosses tu sais pas de quoi compagnies... il est capable. C'est-à-dire à tout moment, le mec pète un câble et il te saute dessus, il tue, il est cool, il sourit, il rigole, il te fait un sketch. En soi, nous aussi, on est une super intelligence, hein, si tu regardes bien. Parce qu'on est capable nous-mêmes de... En fait, je pense que c'est ça, en fait, limite, tu vois. En fait, on est capable nous-mêmes de faire tellement de choses à la fois. Du coup, ouais, ça va loin, frérot. Ça va loin. Vous voulez savoir pourquoi, au fond, au-delà de l'altruisme et de l'envie de résoudre nos plus gros problèmes, ces grandes compagnies ne ralentissent pas malgré l'immensité des risques? Parce que la compétition. Parce que les boîtes se font concurrence les unes entre les autres, et qu'elles veulent toutes développer une IA plus intelligente que celle du voisin, parce qu'elles veulent toutes être les premières à révolutionner le milieu, parce qu'elles veulent toutes être le vecteur de la prochaine révolution technologique. Alors elles continuent à... Et on va pas se mentir, il y a l'argent, hein, qui est aussi derrière. Hein. Alors là, les gars, y a aussi l'argent. Hein. Ça y est aussi ça. Pour accumuler des fonds et accélérer sans s'arrêter. Et à ce moment-là, on se dit peut-être qu'on ne devrait pas laisser l'avenir de chaque humain de cette planète entre les mains de compagnies privées et que les États devraient intervenir, mais vous savez quoi, ils ne le feront pas non plus, ou alors pas assez. Pour exactement la même raison. Parce qu'à côté des compagnies voisines, il y a les États voisins, et que même si les États-Unis prenaient assez conscience du danger pour envisager de ralentir le développement de leurs IA, ils ne pourraient pas s'empêcher de craindre qu'une autre puissance s'en charge. Au bout d'un moment, quelqu'un développera une superintelligence. Alors OpenAI, et Google DeepMind et les États-Unis, tout le monde se dit que, quitte à ce que ça arrive, quitte à ce qu'une superintelligence naisse, autant qu'elle naisse chez eux. Et tout le monde avance, comme ça, tous parfaitement conscients du danger, tous parfaitement conscients de la boucle dans laquelle ils se sont engouffrés, tous parfaitement conscients qu'ils sont tous parfaitement conscients du cercle vicieux dans lequel ils sont engagés, tous parfaitement conscients qu'ils continueront à accélérer. Et nous, bien penauds, sur le côté, à regarder sans avoir la moindre idée de ce qui va se passer, à regarder des hommes tout aussi ignorants continuer à courir vers l'inconnu. Après, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse en vrai?
Ceci dit, je me dois d'être honnête. Il y a, en vérité, quelques avancées. Moi, je suis plutôt pessimiste par rapport au consensus scientifique qui, de son côté, est déjà pessimiste, mais il y a des avancées. La création du US AI Safety Institute aux États-Unis et de son équivalent au Royaume-Uni, le projet de loi SB 1047 en Californie qui obligerait les entreprises à faire en sorte que leurs modèles d'IA ne commettent pas de dommages considérables, les politiques responsables, au moins sur le papier, de DeepMind, Anthropic ou même OpenAI, ou encore le fait que la Chine, que j'imaginais personnellement comme un risque majeur dans une course à l'IA avec les États-Unis, le fait que la Chine donc semble être très au courant des risques liés à l'IA et visiblement attentive à ne pas perdre le contrôle de ses machines. Ce qui n'enlève évidemment rien à tout ce que je vous ai raconté plus tôt, ce qui ne signifie pas que la naissance d'une super intelligence ne pourrait pas provoquer notre fin à tous, et surtout que l'IA ne pourrait pas mal tourner de 1000 manières différentes avant même de devenir super intelligente. Bref, tout ça ne veut pas dire que les choses ne sont plus sombres, elles sont juste moins sombres que ce que j'imaginais. Mais pour éviter de tomber dans la victimisation, je vous propose plutôt, en tant que citoyen, de ne pas avoir peur de vous informer de temps à autre, de faire savoir vos inquiétudes si vous en avez dans les sondages, potentiellement dans les urnes, et d'aller faire un tour sur le site et sur le Discord que partage notamment le Centre pour la sécurité de l'IA. Si vous voulez débattre ou poser des questions, ils acceptent tout le monde. Les curieux comme ceux qui voudraient s'investir plus franchement. En tout cas, moi je suis dessus, et je vous ai mis tout ça en description. Pour ceux qui ont toutes ces craintes et tout, les gars, vraiment faites ce qu'il dit. Est-ce que ça vous arrive encore de vous allonger par terre la nuit pour regarder les étoiles ? Moi, ça m'est arrivé très récemment, et quand on se perd dans la contemplation du ciel étoilé, et qu'on en discute avec la personne à côté, on se rend compte qu'on n'est absolument pas original en regardant les étoiles. On se dit généralement plus ou moins les mêmes choses. 1, c'est beau. 2, c'est grand. C'est totalement vrai. Et s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers ? 4. Imagine que, à des milliers d'années-lumière de nous, on trouve, sur sa planète à elle, une créature elle aussi allongée dans l'herbe, qui regarde elle aussi les étoiles, et qui imagine elle aussi qu'à des milliers d'années-lumière d'elle se trouve une créature engagée dans une activité similaire. Et ce sentiment, en tant qu'espèce de désirer ne pas nous savoir seuls dans l'univers, ça n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles qu'on se pose la question, qu'on scrute le ciel, qu'on théorise, et des décennies qu'on met au point des machines qui nous permettent d'observer les étoiles. Et je pense que aussi c'est une peur, en vrai. Ça. Le fait que tu sais, on veut absolument savoir s'il y a quelqu'un aussi, depuis des siècles, s'il y a quelqu'un d'autre qui existe dans l'univers. Je pense, c'est aussi un moyen de se rassurer, de se dire, ok, t'as vu, on n'est pas seul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense c'est... Enfin, moi, je connais déjà la réponse parce que je viens de l'espace. Mais voilà, mais... Non, mais en vrai, je pense, ouais, c'est surtout un moyen de se rassurer, en vrai, je pense. De se rassurer, Et c'est humain, tu vois, enfin, ce qui est logique, quoi. C'est comme... Il y a plein de trucs dans ce cas, si tu prends dans ce cas-là. La vie après la mort, les religions, tous ces trucs-là, tu vois. Et tout ça, c'est quoi? C'est aussi une manière de se rassurer. Et c'est bien de croire en quelque chose. C'est bien et c'est humain de vouloir croire en quelque chose. Et tant mieux si certains le font et tout, et chacun croit en ce qu'il a envie de croire, tu vois. Il faut pas le juger, ça, ces trucs-là. Les mecs qui jugent, c'est des débiles, tu vois. Mais bon, il y en aura tout le temps. On fait de la philo ce soir! Plus en plus précisément, des décennies qu'on fouille l'univers, à l'aide de télescopes optiques, de télescopes à rayons X, de télescopes infrarouges, de radiotélescopes pour capturer les ondes émises par les objets célestes, ça fait des décennies qu'on envoie un peu de nous dans l'espace, des sondes spatiales qui nous transmettent leurs données depuis l'espace interstellaire, et qui portent sur elles des messages, des disques contenant des sons et des images de la Terre, des salutations dans plusieurs langues humaines, et aujourd'hui, on l'entend tous régulièrement, on connaît l'abondance de planètes dans les milliards de galaxies qui nous entourent, on est quasiment sûr qu'il y a de la vie quelque part ailleurs, et probablement même beaucoup de vie. Mais la vérité, très chers amis, c'est qu'il se peut parfaitement que les formes de vie dont nous ferons jamais la découverte sur d'autres planètes soient des bactéries, et des algues, et des champignons. Parce qu'il vous faut bien comprendre que nous sommes des anomalies. La vie n'est déjà pas monnaie courante, mais il se peut que la vie intelligente soit à tel point improbable que nous soyons les seuls à en faire l'expérience. Et ça fait mal. Si nombreux sur notre planète, mais seuls depuis le début, seuls dans l'univers, isolés par l'espace et le temps, isolés aussi par l'ampleur de nos capacités cognitives. Des centenaires à nous agiter sur notre petite planète, à observer le ciel, à le scruter et à y fantasmer une entité capable de nous stimuler intellectuellement, à agiter nos longues vues et à envoyer des bouteilles à la mer dans l'espoir d'être contactés, mais tout ça, il se peut que ce soit complètement vain. Seuls depuis le début.
C'est Ce vrai, qui est hein. amusant, c'est que À tout moment, c'est exactement ça. On est seul et en fait, on rencontrera peut-être jamais d'autres formes d'intelligence à part les IA, tu vois. Et ça se trouve, l'IA, en fait, c'est juste la prochaine génération de. Tu vois, regarde, enfin, la prochaine ouais, la prochaine forme de vie, on va dire, quoi. À l'époque, t'as eu les dinosaures, t'as eu tous ces trucs-là. Au début, c'était des bactéries, ensuite des dinosaures. Ensuite, on est devenu des singes et ensuite des humains, etc. Bon, il y a eu plein de trucs, mais frérot, ça se trouve, en vrai, ouais, c'est vraiment ça, hein, ça se trouve. Hein. C'est vraiment la prochaine phase, en fait. très bientôt, nous n'aurons plus Peut-être que Mathieu a une intelligence besoin artificielle. de regarder les étoiles en espérant y apercevoir une autre forme d'intelligence supérieure. Très bientôt, il nous suffira de baisser les yeux et de prier pour que l'espèce à laquelle nous venons de donner vie comprenne bien ce qu'on lui demande. Et quelle est la compassion aussi? C'est très important, ça. Parce que qui te dit que l'espèce va vouloir t'écouter, va se dire, ok, je vais écouter ce mec, tu vois. Nous, ça nous paraîtrait logique pour nous de se dire, ok, bon, bah t'écoutes, et tu respectes la personne qui t'a donné la vie. Pour la plupart d'entre nos darons, déjà. C'est logique, tu respectes ta mère, en général. Tu veux la respecter. Faut être un débile pour pas respecter sa propre mère. Ou son père. Mais nous, techniquement, on est aussi la mère de l'IA, en soi, si tu regardes. Alors, est-ce que l'IA va avoir la même perception et va se dire, ok, moi je vais te respecter, comme vous faites tous ces humains, ou est-ce que j'en ai rien à foutre et... Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, frérot, ça va loin. En fait, il y a tellement de scénarios possibles. C'est fou. C'est un sujet qui est grave cool, hein, en vrai, à parler. Hein. C'est un sujet trop bien à discuter. Hein. Faut en parler pendant des heures. Il y a tellement de trucs. Vous pensez ou pas qu'il y a de la vie, en vrai? Mais de la vie aussi intelligente que nous, peut-être même plus intelligente, qui existe quelque part dans l'espace. Vous pensez que ça l'est ou pas? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Hein, ça me régale aussi si vous envoyez des messages dans les commentaires sur YouTube. Je les lirai avec plaisir. La compassion est une construction. Ouais, bah c'est ça. Du coup, qui te dit, est-ce que... Parce qu'en fait, ouais, en soi, tu lui apprends. Est-ce que elle va... Ouais. Vous pensez que c'est possible, en vrai, qu'il y ait quelque chose? En vrai, c'est vrai, c'est possible, tu vois. Il y a tellement de trucs, même, par exemple, je sais pas, même... En fait, ça peut réunir tellement de sujets, même la vie après la mort, tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne pense pas, sinon... En tout cas, pas assez avancé pour venir à nous. Ou peut-être trop loin, aussi. Peut-être trop loin, tu vois. Salut Tom, salut Phoenix, comment ça va les gars? Peut-être trop loin en vrai. Hein. Après, il y a tellement de scénarios dans ce cas-là qu'on peut imaginer. Ça se trouve, c'est des limaces géantes qui sont dans l'espace, tu vois. ou des humains comme nous. La puissance de l'homme et la conscience de soi. Waouh, frérot, il nous fait des discours, Mathieu. Nous, déjà, on n'arrive pas à eux. Ouais, bah ouais. En vrai, vous savez que j'avais vu une théorie. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois en live de cette théorie. Et je trouve elle est. Il y a tellement de théories impossibles hein, dans ce cas-là. Mais la théorie, elle est pas conne, je trouve. Vraiment. Vous voyez le. Je pense que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de passer à un moment. Je sais pas, par exemple, vous faites quelque chose. Et vous avez le sentiment d'avoir déjà fait cette chose. Et tout pareil, le sentiment d'avoir déjà vécu exactement le moment qui s'est passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment comme ça? Je pense que tout le monde l'a déjà eu, en vrai. Genre un peu, je sais même plus comment on appelle ça, ce genre de sensation là. Ouais, il y a un effet de déjà vu, un peu. Et ben, il y a une théorie qui dit que si... Bon, c'est une théorie, les gars. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'en sait rien, tu vois. Qu'en gros,
en fait, ce serait tous ces passages-là, en fait, tous ces sentiments de déjà vu, en fait, ce serait des souvenirs de nous. Mais en fait, nous, on revit constamment la même chose. C'est-à-dire, quand tu meurs, et ben, tu revis ta vie que tu as vécue. En boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, c'est des micro-souvenirs qui resteraient, en fait. Et je trouve cette théorie, elle est grave intéressante, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Les rêves prémonitoires. Ouais, exactement, c'est ça. Les rêves prémonitoires. C'est intéressant, en vrai, je trouve, non? Bon, après, pour dire qu'elle est vraie, frérot, on va savoir ça. Hein. Moi, je sais tout, hein, mais je ne vous dirai pas. Mais en tout cas, voilà. Très très bonne vidéo, la vidéo d'Igo, mesdames et messieurs. Oh merde, les IA, ils viennent nous buter, là. Très très bonne vidéo, mesdames et messieurs, on s'abonne, on n'hésite pas. Faut qu'il passe le million, là. Il mérite fois 1000. D'où il a pas 1 million d'abonnés, lui? Sérieusement, ouais. 942 000. C'est déjà énorme. C'est énorme. Il y a 942 000 personnes qui ont cliqué sur ce putain de bouton. Non, franchement, les gars, waouh. En plus, les vidéos sont incroyables. Vous avez vu comment c'est... Je trouve la vidéo est folle. Le montage est trop bien fait. Il y a tout. Il y a tout. Et en plus, c'est un sujet qui est très compliqué à expliquer. Hein. C'est un sujet qui est très compliqué à expliquer. Et le mec, il a réussi à faire un truc... En fait, à bien l'expliquer, quoi. Franchement, GG à lui. On l'applaudit, mesdames et messieurs.